Bonjour aux participantes et participants qui nous rejoignent, amis et partenaires de nos organisations. Vous vous connectez depuis l'Argentine, le Bénin, le Cameroun, le Canada, la Colombie, la France, le Niger, l'Afrique du Sud, le Sri Lanka. Nous vous souhaitons à toutes et tous la bienvenue. Je suis Mathias Savignac, président du réseau Éducation et Solidarité, et c'est un plaisir pour moi que d'ouvrir ce webinaire des initiatives solidaires du réseau. Il y a 12 ans, la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale en France, l'Internationale de l'Éducation et l'Association internationale de la mutualité se sont réunis pour créer le réseau Éducation et Solidarité, avec pour objectif de rapprocher à l'international les acteurs de l'éducation et les acteurs de la santé solidaire. Nous en étions alors déjà convaincus, la santé et l'éducation sont interdépendants. Premièrement, la bonne santé physique et mentale des élèves comme des personnels de l'éducation est absolument indispensable pour une éducation de qualité. De plus, l'éducation permet d'améliorer la santé et le bien-être des individus. Elle garantit durablement le développement des communautés. Les acteurs de l'éducation sont de formidables ambassadeurs et défenseurs des sujets de santé et de protection sociale, ainsi que des valeurs d'égalité, de démocratie et de solidarité. Aujourd'hui, notre réseau rassemble 45 organisations, mutuelles de santé, syndicats de l'éducation, organismes de l'économie sociale et solidaire et autres organisations de la société civile. La force du réseau réside dans la diversité de ses acteurs qui partagent les valeurs communes de solidarité, de citoyenneté et d'engagement et se mobilisent au quotidien pour faire de l'accès à des services publics forts, à l'éducation, à la santé et à les protections sociales, faire de tous ces services-là une réalité pour toutes et tous. 12 ans de collaboration et une pandémie plus tard, nous en sommes assurés, la solidarité et la coopération sont des réponses aux crises sanitaires, sociales et climatiques que nous traversons. Il nous faudra continuer encore à collaborer à l'international pour garantir l'accès à l'éducation, garantir le travail décent, garantir la protection sociale universelle. Avec ce webinaire, nous vous proposons un tour du monde des actions solidaires de nos membres dans un objectif de partage de bonnes pratiques et d'échange d'expériences. Nous découvrirons des initiatives portées par des syndicats de l'éducation, des mutuelles de santé et des associations sur des sujets tels que la protection des travailleuses et des travailleurs contre la pandémie, l'éducation à la santé et à la sécurité sociale, la promotion de l'égalité entre les genres. Ce sont véritablement des sujets d'intérêt partagés par nombre de nos organisations. Nous souhaitons que ces actions puissent nous inspirer, faire résonner des sujets avec nos pratiques, nous inspirer pour de nouveaux projets et pour de nouvelles coopérations. Un grand merci à tous les intervenants et intervenantes de Gambie, du Royaume-Uni, de France, de Belgique, du Mexique, d'Australie et de Côte d'Ivoire, prenant aujourd'hui part à cette rencontre. Durant leur présentation, nous vous invitons à poser vos questions dans l'espace de chat. Nous pourrons y répondre par la suite. Enfin, je tiens aussi à vous présenter et remercier nos collègues des deux autres organisations fondatrices du réseau, Duncan Smith, représentant de l'Internationale de l'Éducation, et Sybille Reichert, directrice de l'Association internationale de la mutualité, qui nous accompagne aujourd'hui pour introduire les différents sujets et accompagner nos échanges. Je laisse maintenant la parole à Duncan. Merci à vous. Thanks, Matthias, for the introduction, and hello everyone. Bonjour. Merci de cette introduction, Mathias. Bonjour à tous. Avant de passer aux deux premières initiatives, permettez-moi de vous transmettre les chaleureuses salutations de l'Internationale de l'Éducation. Nous poursuivons cette longue lutte contre la pandémie et il semble que les valeurs de notre réseau n'ont jamais été aussi pertinentes, notamment la valeur de la
solidarité. Mais comment transmettre cette solidarité à de jeunes générations qui ont tellement l'habitude de l'individualisme promu par la publicité? Comment les convaincre que vous serez en meilleure position si vos amis, mais également des étrangers, sont également à l'abri? La pandémie, comme les guerres militaires dans le passé, nous rappelle que nous sommes tous sur le même bateau, traversant les mêmes tempêtes. Idem pour le changement climatique, dont l'impact est de plus en plus fréquent et violent. Nous n'allons pas sortir de cette crise sans nous entraider, sans faire tous l'effort de nous aider les uns les autres. Et cela commence dans la salle de classe, dans l'éducation. Un environnement de qualité avec un enseignant humain, pas simplement un robot ou un iPad. Nous savons que les robots, les iPads ne vont pas vous apprendre la solidarité. Lorsque les syndicats se réunissent pour former des syndicats, ils peuvent faire de la solidarité une réalité. Nous pourrons voir que la solidarité au travail en Gambie, où il n'est pas inhabituel que les élèves parcourent des kilomètres à pied pour aller à l'école. Nous allons donc avoir cet exemple qui vient de la Gambie. Dans les zones reculées comme Boli, Bana et bien d'autres endroits, les écoles sont souvent éloignées, loin de tout. Cette réalité fait de l'accès à un besoin de base fondamentale comme l'éducation un énorme défi dans une région difficile d'accès. Nous nous sommes rendus compte que certains de ces élèves doivent parcourir plus de 8 à 9 kilomètres au quotidien pour aller à l'école. L'aller et le retour, cela représente 16 à 17 kilomètres par jour pour ces enfants. Ils ont donc besoin de notre soutien afin au moins de faciliter leur déplacement vers l'école. Enseigner dans une communauté aussi éloignée demande peut-être un engagement supplémentaire et n'est peut-être pas un travail pour tout le monde, car les conditions ici peuvent être très difficiles. À Boli-Bana, il est même arrivé qu'un enfant se rende à l'école non seulement à pied, mais littéralement pieds nus. Cet enfant que j'ai à l'esprit n'avait qu'une demi-chaussure. Et l'état d'usure de cette chaussure vous montre combien c'était difficile. Ce constat si pathétique est à l'origine de cette initiative particulière. Bonjour, je m'appelle Marie-Antoinette Corr, je suis la secrétaire générale du syndicat des enseignants de Gambie. Je suis là pour vous parler d'une initiative qui nous tient à cœur, à savoir la fourniture de bicyclettes aux élèves. Un jour, j'ai reçu une lettre d'élèves qui me demandaient si on pouvait les aider à avoir des vélos, car ils parcourent de longues distances à pied pour aller à l'école, parfois 5 kilomètres à l'aller et 5 kilomètres au retour. Au départ, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à cette lettre, mais un jour, alors que je me rendais dans la région pour rendre visite aux enseignants, j'ai vu un groupe d'élèves qui marchaient. Il faisait très chaud au soleil, environ 44 degrés, et la distance qu'ils devaient parcourir était très longue. Lorsque je suis revenue avec l'équipe et le secrétariat, nous avons donc commencé à réfléchir à ce que nous pouvions faire pour les aider. Au début, nous avons fourni un vélo, mais plus tard, nous avons obtenu un financement de la fondation Steve Senot et nous avons pu fournir 26 bicyclettes à des élèves de communautés rurales très défavorisées. Pour nous, ça a été vraiment réconfortant, car nous avons reçu des témoignages de ces élèves et j'aimerais vous lire ce que l'un d'entre eux m'a dit. Avant d'avoir un vélo, je devais marcher longtemps pour aller à l'école. J'étais fatiguée, j'avais faim, j'avais soif et parfois je manquais l'école. Maintenant,
parce que je fais ce trajet en vélo avec mes amis. Je suis certain que je vais bien réussir mes examens car je suis toujours à l'école, sans absence, et je suis toujours capable de faire mon travail et de lire à temps. C'est un témoignage qui vient d'un de ses élèves. Mais un des enseignants m'a également envoyé son expérience. Non seulement il y a moins d'enfants qui sont absents, mais le nombre d'enfants qui se sentent en sécurité sur le chemin de l'école a augmenté. Donc cette initiative vélo est vraiment digne d'éloge. Nous nous en sommes félicités chaque jour alors que je suis assise dans mon bureau. Nous essayons de trouver les moyens d'obtenir plus de vélos qui pourront profiter à plus d'élèves afin qu'il y ait plus d'élèves à l'école et qu'ils puissent rester à l'école. Pas simplement y aller, mais également avoir de très bons résultats à l'école. Je vous remercie. We should all encourage and congratulate Marie-Antoinette and her GTU Eh bien, nous devons féliciter Marie-Antoinette et ses collègues d'avoir élaboré ce programme et nous espérons qu'il y aura davantage de vélos qui pourront être offerts aux élèves en Gambie. We will be listening to Chris Weavers from NASUWT in the United Kingdom, who will tell us about his union's campaign for teachers who are suffering from long COVID. If you wish to ask Chris questions, please feel free to use the chat function in this Zoom call. Over to you, Chris. Thank you, Duncan. And thank you for the invitation to speak to you on this campaign today. So, over the course of the last few months, as we've started to exit... Merci de m'avoir invité à décrire cette campagne. Nous avons entendu les dernières restrictions lundi dernier. Nous allons avoir un héritage avec cette pandémie, à savoir ce Covid absolument persistant qui risque de laisser des séquelles pendant des mois, voire des années. Passons à la diapo suivante. Alors, voici les objectifs que nous avons identifiés dans le cadre de cette campagne. Il y a tout d'abord une sensibilisation du corps enseignant, des professeurs qui souffrent de ce Covid persistant avec des symptômes qui les affaiblissent, des symptômes qui bien souvent sont mal compris parce qu'on connaît mal cette maladie. Ensuite, il y a un appel qui a été lancé pour que l'on reconnaisse officiellement cette maladie dans la législation avec une définition de l'incapacité que cela peut laisser. Veiller à ce que les employeurs traitent de manière juste ces professeurs qui souffrent de ce Covid persistant et puis peut-être prévoir un départ en retraite ou une indemnisation financière pour les professeurs qui ont contracté la COVID dans le cadre de leurs activités d'enseignement. Alors, pour mettre une stratégie sur pied, nous avons utilisé les ressources du syndicat, les outils, il nous a fallu mobiliser nos membres. Pour cela, nous avons écrit à tous les ministres de tutelle dans chacune des 4 nations du Royaume-Uni. Nous avons écrit aux députés qui ont des responsabilités dans ce domaine. Nous avons dit quelles étaient nos exigences, nos revendications. Nous avons fait des communiqués de presse auprès des médias. Et nous avons également écrit dans les réseaux sociaux. Nous commençons maintenant à susciter une prise de conscience par le biais de messages, d'études. Nous avons mis sur pied un webinaire également et élaboré une page sur notre site web sur cette campagne. Il nous faut également réfléchir à la marque, à savoir de quelle information... Vous voyez, par exemple, toute l'information sur la COVID au Royaume-Uni ces derniers temps a utilisé ce fond jaune avec 3 grands messages.
Vous voyez, rester vigilant contre le virus, sauver des vies à gauche. Un autre, c'était stay home, donc rester chez vous, protéger le NAS et sauver des vies. Et vous allez le voir, nous avons fait la même chose dans notre campagne. Voici les 3 éléments: sensibilité ou sensibilisation, reconnaissance, donc dans le cadre juridique, avec un mécanisme pour une prise en charge ou un départ en retraite, différents éléments autour de cela, et puis le soutien pour que les employeurs et autres appuient les membres qui souffrent de ce Covid long. Nous avons mis tout cela dans les réseaux sociaux sous la forme d'animation et aussi sous la forme de posters comme celui que vous avez vu. Ça, c'est une des animations, mais je ne suis pas certain que cela marche. Si vous cliquez, vous pouvez peut-être voir l'animation, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, vous pouvez le voir sur nos réseaux sociaux, simplement pour attirer l'œil sur les réseaux sociaux. Ici, voici des exemples de la couverture médiatique que nous avons obtenue dans les journaux traditionnels, mais aussi les journaux de la profession. Nous avons pu monter en puissance comme cela dans les journaux, dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc. Ici, il nous faut exercer plus de pression au niveau politique. Nous poussons les employeurs aussi à mieux appuyer le corps enseignant, les professeurs qui souffrent de ce Covid long, susciter une prise de conscience parmi les membres aussi et les militants. Nous avons donc pris des mesures dans tous ces domaines pour qu'on reconnaisse les professeurs qui souffrent de cela dans les écoles. Et même parmi nos membres, comme je le disais, il faut susciter une prise de conscience. Personne ne reconnaît un Covid long. Ils ne le reconnaissent pas chez eux-mêmes parce que c'est une maladie mal connue. Et bon nombre de gens qui auraient participé à ce séminaire, de toute façon, étaient protégés. Ils étaient peut-être moins susceptibles de contracter le virus pour commencer. Quoi qu'il en soit, nous le faisons dans les écoles, mais il y a le syndicat européen qui, de toute façon, s'est fait l'écho de cette campagne aussi. Et en fait, cette maladie a eu des dégâts encore plus importants que lorsque certains sont tombés malades et ont eu la version courte, entre guillemets, de la maladie. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Chris. Je ne vois pas de questions dans le chat. Peut-être que certains voudront lever la main, mais est-ce que je peux, pour ma part, poser la question suivante? J'imagine que les syndicats donc, se battent pour une reconnaissance du Covid persistant, comme vous l'avez décrit. Et quelle a été la première réaction du gouvernement à cette campagne? Est-ce que vous pensez que l'on avance pour une reconnaissance de cette maladie? Réponse. Disons que la reconnaissance se fait très lentement à l'heure actuelle. On a vu la fin des restrictions sur les déplacements des gens, la disparition des matchs, mais disons que l'euro a concentré une bonne partie de l'attention jusqu'à présent. Mais nous commençons à nous faire entendre auprès des députés, des élus. Il y a une campagne de sensibilisation à faire avant tout. Parce que les séquelles, les applications à long terme ne font pas partie des priorités en matière de santé, mais au fur et à mesure que l'on progressera dans le traitement de cette maladie, il faudra accorder l'attention qu'elle mérite aux milliers de personnes qui souffrent dans le pays de cette maladie. D'autres questions pour Chris? Écoutez, je vais mettre dans le chat mon adresse email, donc si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à me contacter. Et je serais ravie de partager avec vous la campagne et les outils dont nous disposons dans ce domaine. Bonne idée, merci.
may come as a surprise to people that are not actively involved in the trade union movement, but Le son qui nous parvient de Monsieur Smith n'est pas bon du tout. Nous sommes désolés, mais on l'entend mal. actively pushing at the moment for health and safety at work, not just COVID, the whole health and safety Pour toute la question santé et sécurité au travail, pour que toute cette question soit reconnue comme un droit des travailleurs, eh bien, cela fera l'objet de la conférence internationale du travail l'année prochaine et nous veillerons à y être. Je vois qu'il y a une question dans le chat à propos du COVID persistant. Quelqu'un demande une explication. Quelqu'un qui demande ce que c'est exactement, mais je vous renvoie à la première diapo de votre présentation. Je peux l'expliquer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi il s'agit encore. Il y a un certain nombre de symptômes. Vous vous souvenez que pour le COVID immédiat, entre guillemets, tout le monde n'avait pas les mêmes symptômes. Certains avaient perdu l'odorat, d'autres le goût, d'autres avaient de la fièvre, certains toussaient, d'autres pas. Et c'est un peu la même chose avec ce COVID persistant. Certaines personnes ont des symptômes tels qu'une fatigue extrême. Ça semble être assez courant, pratiquement universel. Mais il faut encore faire pas mal de recherches médicales sur cette question, faire de la sensibilisation aussi, parce que nous sommes persuadés qu'il y a beaucoup de gens qui ont des symptômes persistants et qui ne reconnaissent pas toujours eux-mêmes la maladie ou ne la comprennent pas. Merci de nouveau. Bien, le moment est venu de passer à la partie suivante, à savoir comment enseigner la solidarité. Ce que ce réseau fait, ce que ses membres font, c'est montrer l'exemple. Et c'est notre devoir de montrer au monde ce que nous faisons et comment nos membres peuvent venir en aide à ceux qui en ont besoin. J'ai donc le plaisir de passer la parole à Sibylle Reicher, directeur de l'IM, qui va nous montrer d'autres exemples de ce que le réseau éducation et solidarité peut faire. Merci. Merci, Duncan. Bonjour à tous, je vais parler en français. Tout d'abord, je voudrais remercier le réseau Éducation Solidarité de nous avoir invités à participer à cet échange d'expériences. Comme disait Mathias en introduction de ce séminaire, la solidarité et la coopération sont les réponses aux crises sanitaires, sociales et climatiques que nous traversons. Je dirais même qu'elles sont l'unique réponse possible pour sortir de ces crises en ne laissant personne derrière. Donc, c'est pour ça que l'IM a aussi adopté son programme de travail sous le même titre. Seule la solidarité et la coopération nous permettront de construire des meilleurs systèmes de protection sociale. Voilà ce que les mutuelles se sont efforcées de mener à bien depuis toujours, si je peux dire. Et cette mission est devenue plus évidente que jamais depuis le début de cette pandémie. De par leur action, les mutuelles contribuent à atteindre les objectifs de développement durable. Ce sont également ces objectifs qui les ont guidés tout au long de la pandémie. La COVID-19, au-delà de l'impact sanitaire évident qu'elle a eu sur nos sociétés, a accéléré des changements déjà en cours, tels que la digitalisation de la santé, de l'éducation ou dans le monde du travail. Elle a mis en exergue des enjeux latents, je pense à la santé mentale, mais aussi à la vision et au traitement des personnes âgées. Et elle a également exacerbé des inégalités existantes en touchant des personnes les plus vulnérables de plein fouet. Depuis le début de la pandémie, les mutuelles se sont engagées activement à transformer ces enjeux en opportunités. Elles ont accéléré la digitalisation de leurs services afin de permettre la continuité de ces services. Elles ont commencé à rembourser les téléconsultations et contribuer à l'implémentation des prescriptions et consultations en ligne. Elles ont mis en place des services d'appui et d'accompagnement à distance des personnes en détresse psychologique et ont amélioré la couverture de ces soins.
Elles ont multiplié les efforts pour soutenir les aidants proches et contribuer à leur reconnaissance. Elles ont œuvré pour la collaboration tant au sein de l'Europe qu'à l'international afin de garantir l'accès universel aux fournitures médicales essentielles, aux médicaments et aux vaccins. Elles ont également joué un rôle important en conscientisant la population sur l'importance des gestes barrières et de la vaccination. Je vais m'arrêter ici, mais la liste elle est bien plus longue que ça. Les exemples concrets qui vous seront présentés à continuation illustrent certains de ces rôles essentiels que je viens de citer. Le premier d'entre eux nous vient de France. C'est Mylène Bonnel et François Chabrissot. Je vous salue chaleureusement. Vont nous parler de ces projets déclinés au sein de la MGEN et du groupe VIF, destinés à accompagner au mieux les adhérents et au plus largement la population en général sur des moments de vie précis, notamment la relation aidant-aidé. Madame Bonnel et Monsieur Chabrissot, je vous passe la parole. Merci. Bonjour, merci Madame Reicher. Peut-être Awa, peut-être je règle ma caméra, excusez-moi. Est-ce qu'on peut passer la vidéo peut-être Awa? Oui, ça va être projeté. Et d'un seul coup, paf, il est tombé comme ça. Elle est malade, bon ben il faut faire avec. Et tout a démarré comme ça. Moi, j'ai pas signé pour être aidant. Je le fais parce que je suis le seul à pouvoir le faire. On est aidant si on aime. C'est difficile de faire autrement. C'est juste que c'est notre fille. Donc on n'a pas le choix, on est obligé d'avancer pour elle. Le rôle père-fils est totalement inversé et on est passé sur un rôle mère-enfant. J'ai arrêté mon travail et je m'occupe de ma fille tout le temps. Ça n'arrête jamais. La vie ne m'appartient plus. Sarah pèse 20 kilos et c'est comme un sac de ciment. Vous avez le physique qui lâche, quoi. De se dire que l'avenir est inquiétant, c'est qu'on arrive quand même à parler d'avenir. Voilà, c'était une petite illustration en fait effectivement de projets que l'on mène au sein du groupe Vive et aussi au sein de la MGN. L'objectif, c'est effectivement d'accompagner finalement les adhérents, la population en général, à accéder aux soins, et puis on verra un peu l'impact de la crise Covid, et accéder aussi à des services lorsqu'ils sont touchés par les aléas de la vie. Et l'illustration du moment aidant-aidé avec Mylène nous a semblé que c'était une belle illustration pour plusieurs raisons. D'abord, en France, il y a déjà aujourd'hui 11 millions de personnes qui sont en situation d'aider des proches familiaux. Ça fait un Français sur 5, 60% quasiment de femmes. Contrairement à une idée reçue aussi, c'est 50%, et on le voit dans le film, de ces aidants sont des aidants familiaux qui ont moins de 50 ans. Dont la plupart travaillent, plus de 60%, et puis pour plus de la moitié d'entre eux, un grand nombre de personnes qui ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont finalement en situation d'être aidants et qui finalement le font de façon tout à fait naturelle, parfois finalement rencontrant des situations complexes auxquelles ils ne savent pas forcément finalement faire face qu'en ayant à la fois leur bonne volonté, en faisant de leur mieux, mais en ne sollicitant pas toujours les services auxquels ils peuvent prétendre. Alors moi, au-delà de ça, il y a finalement au sein de la MGN, au sein du groupe Vive, des moments assez essentiels, qui est de détecter des personnes qui ont besoin d'une aide et finalement de leur recommander des aides ou des services, et notamment déjà en premier lieu avant les aides des mutuelles, les aides finalement des services publics et les aides d'État, qui sont parfois méconnus, parfois un peu complexes aussi, et l'objectif est vraiment qu'ils puissent finalement accéder aux droits et ensuite accéder à la protection et aux services des différentes mutuelles. C'est un élément clé. Alors finalement, moi, si je dois retenir, puisqu'on avait un temps très limité, quelques moments clés de cette année 2020, à la fois pour la mutuelle et puis au sein de mon territoire, moi qui est une partie du territoire, on a pas mal de services de développer. Non, il faut un Pardon.
pour la mutuelle, c'est l'accompagnement des personnes, évidemment, pendant la crise Covid, hein, les appels qui ont été faits pour prendre soin de nos adhérents et prendre des informations, des nouvelles et éventuellement les orienter en cas de besoin. Pour mon territoire, hein, c'était où on gère des établissements pour personnes âgées en situation de handicap. Évidemment, c'était la mobilisation face à la crise sanitaire, développer aussi et accompagner différents services, nos offres de soins. Et puis parler d'innovation, moi je le fais en quelques secondes. La période Covid, c'est aussi une période qui nous a rappelé qu'on est en train on a une population en France qui vieillit, qu'il faut accompagner du mieux possible aujourd'hui dans le maintien à domicile. Et pour ça, il faut qu'on développe des technologies, ce que l'on fait beaucoup dans le territoire, pour que ces personnes puissent continuer à rester chez elles le plus longtemps possible. C'est le souhait des gens, c'est le souhait des familles. Et puis, on travaille aussi beaucoup autour de l'accès aux soins. On a des zones finalement où les personnes n'ont plus de soignants et où de premier recours, hein, finalement, de médecins traitants, on appelle ça. Et finalement, où quelque part, on va solliciter des services d'urgence. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir remettre des soins de premier niveau à disposition des populations lorsqu'elles sont un peu plus éloignées des centres-villes ou ouais, un peu en périurbain, quoi. Moi, je crois là, puis je laisse la parole à Mylène, j'essaye de tenir mon temps, que notre organisation, elle s'incarne beaucoup. Le mutualisme s'incarne beaucoup lorsqu'elle réalise des actions de ce niveau-là, lorsqu'elle accompagne des gens qui en ont besoin au bon moment, qu'elle les conseille et qu'elle les oriente, et qu'elle facilite l'accès aux soins, ce qui permet de favoriser le développement de leur protection tout au long de leur vie. Voilà. Mylène. Merci François et merci Sybille pour le passage de témoin. Alors très rapidement, ce qu'on a essayé de vous faire passer comme message avec François, c'est de vous montrer concrètement comment nos organismes, l'AMGN et Vive, agissent s'agissant de cette relation particulière qu'est la relation aidant-aidé. Donc, dans mon territoire, en Limousin, qui est un secteur très rural de la France, j'ai souhaité vous parler de 2 dispositifs. Un premier qu'on a volé à nos amis québécois, Luc, le baluchonnage, et un deuxième, vous montrer un peu ce qu'on est en train de développer s'agissant du maintien à domicile de la personne âgée. C'est ce qu'évoquait François. Le maintien à domicile de nos aînés qui ont envie de rester chez eux et donc l'impact que ça a aussi pour les aidants qui sont forcément aussi très sollicités dans ce genre de situation. Alors, la première expérience, le baluchonnage, hein, qu'on a donc exporté du Québec, est un dispositif qui existe depuis longtemps chez nos amis québécois, mais qui est expérimenté en France seulement depuis 2019. En France, on l'appelle aussi le relayage. C'est en fait un professionnel qui vient avec son bagage s'installer au domicile de l'aidé parce que l'aidant est fatigué, épuisé, il a besoin de répit, il a besoin de repos et de vacances tout simplement. Dans mon territoire, nous expérimentons ce dispositif de baluchonnage depuis l'année 2020. Donc, au moment précisément justement du pic pandémique, et beaucoup d'aidants sur mon territoire l'ont utilisé, et le plébiscite, puisque plus de 85% de celles et ceux qui ont eu recours sont prêts à le solliciter de nouveau. Donc, on voit bien que cette expérimentation nouvelle en France, hein, autorisée seulement depuis 2019, est une réussite et que probablement, et on l'espère, elle va se développer. S'agissant de l'EHPAD à domicile, du maintien à domicile de la personne âgée, c'est l'idée, c'est ce que disait François, de faire rentrer les innovations et les services au domicile de la personne. Donc, il s'agit pour les personnes âgées qui sont en perte d'autonomie, mais qui souhaitent rester chez elles parce qu'elles en ont envie et parce que c'est rassurant, de pouvoir avoir à disposition tous les services qu'elles pourraient obtenir dans une structure dédiée, spécialisée pour l'accueil de personnes âgées dépendantes. Dans ce cas-là,
nos organismes mutualistes interviennent directement auprès de cette personne et de sa famille, des aidants, évaluent avec elle ses besoins et proposent un plan d'accompagnement et de coordination des actions prévues pour ces personnes. J'ai l'impression que Awa me dit qu'il y a un souci. Donc, la coordination, elle a pour objectif d'offrir à la fois des activités pour notre aidé, au service du maintien du lien social, l'adaptation du logement, la coordination des actions, l'aide au repas, à la toilette, au ménage, etc. Évidemment, tout un dispositif de soins avec une évaluation de la fragilité, des prestations de soins, de la télésanté ou de la rééducation si c'est nécessaire, mais aussi, comme on le fait pour le baluchonnage, du soutien à l'aidant avec des actions de répit, d'accueil, d'urgence ou d'hébergement temporaire pour la personne aidée quand vraiment l'aidant n'en peut plus. Voilà les deux exemples qui pourraient illustrer ce que nos organismes font dans cette relation particulière qui est celle de l'aidant et de l'aidé. Merci beaucoup, Mylène, Monsieur Chaprissou. Je pense que c'était des exemples qui illustrent vraiment très bien la mise en pratique, comment il faut aider directement. Je laisse les questions à la fin de cette session. Donc, je passe donc on a parlé plutôt maintenant de l'engagement du mutuel pour une meilleure santé mentale au début. Donc, Monsieur Thirion, l'administrateur délégué de Un pas dans l'impasse, partenaire de la mutualité Solidaris en Belgique, va illustrer cet engagement en nous présentant, entre autres, un dispositif de prévention du suicide mis en place par son ASBL. Monsieur Thirion, vous avez la parole. Merci. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, je vois que quelqu'un va diffuser la présentation. Donc, est-ce que ce serait possible de passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Voilà, donc au programme aujourd'hui, donc je vais un peu vous expliquer donc l'ASBL Impasse dans l'impasse, comme vous l'avez précisé, qui dépend du groupe Solidaris Mutualité en Belgique. Je vais ensuite aborder un dispositif Sentinelle qui peut participer à ce dispositif, comment ça fonctionne, et vous préciser aussi qu'on a déployé ce dispositif pour des indépendants en détresse. Alors, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Oui, et donc là, il y a une animation, donc vous pouvez descendre. Voilà, donc Impasse dans l'impasse est une association donc, sans but lucratif. Donc, l'objectif premier, c'est vraiment la prévention du suicide et puis plus largement l'amélioration de la santé mentale. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, on a au sein d'Impasse dans l'impasse 4 structures différentes. On a d'une part un centre de prévention du suicide et d'accompagnement, un centre de référence en matière de prévention du suicide, un service de prévention et de promotion de la santé en milieu carcéral et depuis peu, un dispositif de soutien psychologique pour les indépendants en détresse. Alors, ce dispositif au sein d'Impasse dans l'impasse, donc le centre de prévention du suicide, lui, existe depuis 2008. On a 8 centres de consultation qui sont répartis en Wallonie, donc c'est vraiment la partie, je vais dire, francophone de la Belgique, sans compter la capitale Bruxelles. Et donc, la mission principale, c'est apporter un soutien à toute personne confrontée de près ou de loin à la thématique du suicide, où on propose des entretiens psychologiques pour les personnes qui ont des idées suicidaires ou des gens qui ont fait des tentatives de suicide. On prend aussi en charge les personnes endeuillées par suicide, ou également l'entourage et les proches qui ne sont pas toujours aidés par rapport à ça et qui ont besoin de conseils et de soutien. On a aussi un service, un support social. On fait énormément de formation et de sensibilisation pour les professionnels de la santé. Ça, c'est le premier centre. Le deuxième centre, qui est lui un centre de référence en matière de prévention du suicide, lui est plutôt destiné aux professionnels de santé, au secteur psychomédico-social, où là, on organise des réunions de concertation, on diffuse de nombreuses informations, on a un observatoire des pratiques en santé mentale, on fait de la recherche, et le dispositif que je vais vous présenter juste après, c'est un dispositif de sentinelle en prévention du suicide. Troisième service, donc c'est le milieu carcéral. Donc depuis 2019, on intervient dans 15 prisons en Wallonie pour prévenir et promouvoir la santé mentale.
donc santé mentale, assuétude, réduction des risques. On a fait un état des lieux, des manques et des besoins des personnes détenues et du personnel pénitentiaire. Et là, maintenant, sur base de ce rapport, on va, dès le mois de septembre, mettre en place des activités. Et évidemment, il est important de pouvoir évaluer de manière annuelle les actions qui vont être menées pour voir l'état d'avancement et l'amélioration de la santé des personnes détenues en Wallonie. Et alors, ensuite vient un dispositif de soutien psychologique pour les indépendants en détresse. En France, ce dispositif, vous le connaissez très certainement, c'est APESA. Donc, c'est vraiment l'objectif de fournir une aide psychologique pour les travailleurs indépendants. On a mis en place une ligne d'assistance téléphonique, évidemment gratuite. On a mis en place de nouveau un réseau de sentinelles, un réseau de psychologues et on propose gratuitement 8 séances de soins psychologiques. Alors, par rapport au dispositif Sentinelle, donc c'est vraiment un constat qui est fait, c'est qu'en Belgique, la première cause de décès chez les 15-44 ans, c'est le suicide. Et donc, on a en 2018 1780 personnes qui se sont donné la mort. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de créer un projet vraiment unique et innovant en Wallonie, vraiment un service proactif. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé un réseau de sentinelles dans l'objectif de détecter évidemment le plus précocement possible les personnes en détresse suicidaire, c'est rendre le plus accessible possible l'offre de soins, faciliter la recherche d'aide dans une démarche proactive et d'amélioration de la santé mentale. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est culturel, en tout cas en Belgique, les gens ont du mal à aller chercher de l'aide formelle. Et donc, se dire « je ne vais pas bien, je vais téléphoner pour prendre rendez-vous avec un psychologue », c'est très compliqué. Et donc, l'objectif du dispositif, vraiment, est de favoriser la démarche d'aide. Et donc, en termes d'objectifs, on vise à faire diminuer le taux de décès par suicide de 10% à l'horizon 2030. Alors, qui peut participer à ce dispositif de prévention du suicide? Ben, c'est tout le monde, tout citoyen qui veut s'impliquer en matière de prévention du suicide peut faire partie de ce dispositif de sentinelle. À partir du moment où la personne est intéressée, ils prennent contact avec ma structure et sont sensibilisés gratuitement et sont prêts à devenir des lanceurs d'alerte. Je vais vous expliquer maintenant le concept, comment ce dispositif fonctionne. Alors, une personne, une sentinelle donc, qui a été formée pour détecter une personne en détresse, va repérer quelqu'un qui ne va pas bien et va lui dire « je suis inquiet pour toi, tu m'inquiètes, etc. Est-ce que tu accepterais qu'un professionnel de santé reprenne contact avec toi ?» Donc, c'est justement pour lui éviter que lui fasse la démarche d'aide. À partir du moment où on a son accord, donc ça c'est vraiment une obligation légale, c'est d'avoir l'accord et le consentement de la personne, la sentinelle déclenche une alerte, donc c'est complète une information, une fiche d'information en ligne, et dans les 24 heures, nos psychologues reprennent contact avec la personne pour faire une analyse de la situation, une analyse des besoins, pour la mettre ensuite en contact avec un psychologue le plus proche de chez lui. Et donc, c'est pour ça que ce dispositif, c'est vraiment quelque part innovant, c'est les personnes qui ne vont pas bien ne font plus eux-mêmes la démarche d'aide, ils sont vraiment détectés, ils sont vraiment ensuite pris en charge dans un délai rapide, 24 heures, pour proposer une démarche d'aide, de prévention, de proximité, rapidité d'action, d'où les 24 heures. Et alors, proactif, c'est vraiment nous qui faisons la démarche vers la personne pour le mettre en contact avec un psychologue. Alors, ce dispositif est également, vous pouvez passer à la slide suivante, et proposé également aussi pour les indépendants, parce qu'on sait que malheureusement, suite à la crise Covid qu'on est en train de vivre, bon nombre d'indépendants ont vu malheureusement leur entreprise s'effondrer, et donc il était important pour nous d'étendre ce dispositif, comme le APESA France le fait, et de proposer quelque chose pour les entrepreneurs. Et donc en juillet 2020, on a lancé un dispositif sur la Wallonie. Et puis, le gouvernement fédéral a été au courant de notre initiative et nous ont demandé d'étendre ce dispositif sur l'ensemble du territoire belge. Vous savez, la particularité de la Belgique, c'est qu'on a 3 régions différentes et où on parle des langues différentes. Et donc là, on nous a demandé de venir étendre le dispositif donc, sur les autres régions. Et donc, on a mis en place la ligne d'assistance, le 0800, dans les 2 langues, en français et en néerlandais. On a constitué un réseau de sentinelles spécifiques pour les entrepreneurs. Donc là, on est en contact avec notamment les tribunaux de l'entreprise, les chambres du commerce, donc vraiment toute personne en contact direct avec les indépendants. Et on a mis en place un réseau de psychologues
on a environ 650 psychologues qui travaillent pour nous sur l'ensemble de la Belgique. Et donc, on leur propose jusqu'à 8 séances de soins psychologiques. Alors, le schéma qui est en dessous est un schéma qui est similaire au dispositif Sentinelle prévention du suicide au sens large. Donc, je ne vais pas le recommenter pour respecter le timing qui nous est imparti. Et donc, voilà, si vous pouvez passer à la slide suivante. Si vous avez d'autres questions par rapport au dispositif, vous souhaitez savoir comment on a mis les choses en place, quels ont été les freins rencontrés, si quelqu'un est intéressé de développer quelque chose de similaire dans sa région, ben voilà, vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous contacter. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup, Monsieur Thirion. Je vous propose que ceux qui ont des questions le mettent dans le chat et puis que vous pouvez peut-être échanger entre vous. Donc, notre troisième exemple nous vient du Mexique. C'est Senior Martin Gomez, responsable du Centre d'information de recherche documentaire en santé de l'Hôpital général de Mexico, qui va nous parler des webinaires d'éducation à la santé menés par l'Hôpital général de Mexico depuis le début de cette pandémie. Monsieur Gomez, vous avez la parole. Merci. De vous donner quelques outils très simples que vous pourrez utiliser tous les jours et qui ne sont pas simplement réservés à une période de pandémie. Ce sont des solutions plus efficaces, plus rentables. Il suffit d'investir très peu et cela peut fonctionner, tout comme les techniques de centrage, de concentration et de relaxation. Ce qui est important, c'est le sommeil. Si l'on ne dort pas bien, si l'on modifie notre cycle du sommeil, cela crée un signal de stress et donc il nous faudra alors, à partir de ce signal, manger des aliments plus riches en graisse, en farine et en sucre. Martine, tu peux reprendre la parole. Ton micro, on ne t'entend pas très bien par contre. Alors merci, je vais continuer. Peut-être peut-on tout d'abord poursuivre la présentation. J'aimerais vous donner quelques données générales relatives à cet hôpital général qui est le plus grand du pays, avec 42 spécialités médicales. Beaucoup de ces spécialités pendant la période du Covid, ont dû donner la place au Covid. Il y a 6 000 travailleurs et 1 500 ont souffert du Covid, ce qui nous a conduit à une reconversion, ce qui a suscité beaucoup de tensions et une charge mentale pour le personnel de santé. C'est un hôpital qui a accueilli le plus grand nombre de patients Covid au Mexique, jusqu'à avoir 250 malades de Covid en même temps. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Eh bien, nous avons à partir de cette situation organisé des séminaires, des webinaires pour mettre l'accent sur l'interdisciplinarité et notamment au niveau des soins de santé primaires. Nous avons donc suivi 3 axes principaux. Tout d'abord, il fallait, sans attendre, apporter un soutien au personnel médical, aux infirmières de l'hôpital.
et notamment aux premiers soins psychologiques. Je simplifie, bien entendu, mais enfin, voilà quelques-uns des thèmes sur lesquels nous avons travaillé dans ces séminaires. Donc, les premiers soins psychologiques, c'est quelque chose qui nous a semblé très important. Également, gérer le deuil en temps de Covid. C'est un des ateliers qui a suscité le plus de participation dans ces webinaires. Le personnel de santé, par exemple, a été extrêmement affecté dans sa confiance à traiter des patients, car il recevait des patients dans un état de Covid très avancé. Et il y a même eu une période où 50% des personnes qui entraient à l'hôpital décédaient. Pour le personnel de santé, il a fallu gérer ces situations très difficiles. Deuxième axe important à nos yeux dans ces webinaires, essayer de gérer des situations où les personnes pouvaient recevoir un appui à domicile, car dans la situation du pays où plus de 50% de la population vit en situation de pauvreté, les conditions de logement ne sont pas toujours adaptées afin que plusieurs personnes restent enfermées dans ces domiciles pendant une durée assez importante. Donc, coexister lorsqu'on est 5 ou 6 personnes dans ces domiciles, c'est parfois difficile. Il nous a donc semblé de traiter de thèmes comme la santé mentale des enfants ou des adolescents. Autre grand thème, c'est l'incertitude. Il est donc important à nos yeux de fournir une information sur les progrès de la recherche, donner une information véridique, scientifique sur la COVID. Et nous avons donc organisé des webinaires sur l'utilisation des médicaments ou encore la terminologie du COVID. Après ces premières étapes, nous avons également abordé des questions différentes du COVID. Pour avoir un espace qui permettait de dépasser l'information qui arrivait parfois à saturation avec des vidéos nouvelles. Nous avons donné également quelques tuyaux pour les soins de santé primaires à partir de ces webinaires, et nous avons ces webinaires que l'on a transmis sur Facebook, qui sont donc disponibles pour tous les membres du réseau. Et nous aurons également des points sur le socle de protection sociale dans la santé pour faire face à cette situation d'urgence avec plus de solidarité. Je vous laisse mes coordonnées. Vous pouvez également avoir ces vidéos facilement. Et je ne voudrais pas terminer cette intervention sans me joindre à l'hommage en faveur de Gareth John, car j'ai toujours écouté d'excellentes interventions. Il a toujours fait preuve d'une attitude solidaire. Et j'aimerais également rendre hommage à Jean-Philippe Huchet, que j'ai rencontré au début, et j'ai pu faire l'expérience de son engagement en faveur de la solidarité. Donc, je consacre ma présentation à ces deux personnes dans le cadre d'un humble hommage. Merci beaucoup. Donc, on a vu quelques exemples qui montrent vraiment comment les mutuelles et les membres du réseau aident aux aidants, aident à ceux qui sont en détresse, aident à apprendre
et sont en fait une réincarnation de la solidarité. Donc, je passe tout de suite la parole à Mathias, puisque je pense qu'on n'a pas le temps pour les questions. On a un peu débordé les horaires. Donc, je vous remercie à nouveau et puis je passe la parole à Mathias. Merci Sybille, merci Duncan. Oui, effectivement, on a une vingtaine de minutes de retard sur le déroulé de notre webinaire. On va poursuivre les présentations. J'espère simplement que celles et ceux qui sont parmi nous aujourd'hui pourront rester au-delà du temps qu'ils avaient prévu pour assister à l'ensemble des présentations. Alors, nous avons vu dans ces 2 premiers temps des initiatives à la fois portées par des acteurs de l'éducation, de la santé, de la protection sociale. Et toujours au carrefour de ces 2 mondes, nous vous proposons maintenant de découvrir un outil pédagogique de l'École nationale supérieure de la sécurité sociale, le N3S en France. Et c'est une ressource éducative qui illustre très concrètement l'une des missions du réseau Éducation et Solidarité, créer une culture de la protection sociale. Et afin de pouvoir l'expliquer, dès le plus jeune âge, le fonctionnement, l'histoire, les valeurs au cœur de nos systèmes de protection sociale solidaire, il existe des actions éducatives. Je remercie et je laisse la parole à Nolwenn Carafré et Pauline Gard de l'E-N3S pour présenter cette initiative. Merci à vous. Et avant cela, un extrait de la vidéo de la ressource qui va être présentée. Merci Louise. L'arbre de la sécurité sociale est fait d'un tronc solide, le principe de solidarité, et de différentes branches qui incarnent les risques contre lesquels la sécurité protège. Pour comprendre cet arbre, il faut d'abord plonger dans ses racines. Les assurances sociales naissent dans le cadre d'une société industrielle et salariale. Le salaire apporte avec régularité et prévisibilité une garantie de ressources aux travailleurs. Face aux événements qui viennent interrompre le versement des salaires, des systèmes d'assurance se mettent en place. C'est dans l'Allemagne de Bismarck, à la fin du XIXe siècle, que se trouve une partie des racines de la sécurité sociale. À cette époque, en France, de premières protections s'installent dans certains secteurs professionnels, comme les mines ou les chemins de fer. Elles se trouvent encore aujourd'hui dans les ramifications de l'arbre de la protection sociale. On les appelle les régimes spéciaux. Au fur et à mesure du temps, la législation reconnaît différents risques. Les accidents du travail, en 1898, les maladies professionnelles, en 1910, les soins de santé et les arrêts de travail pour la maladie et la retraite, avec les lois sur les assurances sociales de 1910 et 1928 et les prestations familiales pour la branche famille en 1932. Cette protection est d'abord limitée aux salariés dans certains secteurs. Ne sont ainsi couverts que les travailleurs de l'industrie et du commerce, ainsi que leurs familles, à travers eux. La sécurité sociale proprement dite est créée en 1945 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec comme valeur cardinale le principe de solidarité. Alors bonjour, Nolwenn Carafré du coup de l'E-N3S, mais c'est Pauline qui commence en fait la présentation. Voilà. Bonjour, merci beaucoup au reste de nous accueillir et de nous permettre de vous présenter cette ressource qu'on a élaborée dans le cadre d'une mission conduite par le N3S de promotion de la solidarité et de la citoyenneté sociale autour notamment des fondements de la sécurité sociale dans laquelle l'école est inscrite. Donc l'arbre de la Sécu dont vous venez de découvrir la première minute est en fait une vidéo interactive qui dure plus largement 8 minutes et qui sera en fait entrecoupée par 3 séquences de jeu et qui avait été à la base élaborée dans le cadre d'un événement en ligne car pendant la crise de la Covid,
qui s'appelait Une saison avec la Sécu et qui permettait à des jeunes, dans le cadre de leurs enseignements de lycée ou également de début de l'université, de découvrir les fondements de la protection sociale et plus largement de la solidarité et de la citoyenneté sociale. Et donc, cette vidéo s'inscrit plus largement dans un module qu'on a conçu dans le cadre de cet événement. Mais comme vous venez de le voir, on peut aussi l'utiliser toute seule. Elle peut vivre d'elle-même et être utilisée indépendamment des autres activités. Cette vidéo, elle nous permet de revenir de manière illustrée sur les fondements historiques de la sécurité sociale, son évolution et le cheminement qu'a parcouru l'institution pour arriver à son organisation et à ses grandes missions actuelles. Donc, initialement, elle a été conçue pour des jeunes de 16 à 25 ans, mais finalement, on voit qu'elle se destine vraiment à un public bien plus large qui souhaite en fait avoir un premier niveau d'information sur l'institution sécurité sociale en France. Et en effet, la vidéo, elle permet de revenir plus largement sur la construction historique du système français de sécurité sociale, l'organisation et les différentes missions de la sécurité sociale en France, les évolutions qu'a connues le système, notamment pour accompagner les évolutions de la société française, et plus largement, en fin de vidéo, une ouverture sur l'avenir avec la création de la branche autonomie actuellement en France et qui devrait permettre de prendre en charge plus largement les problématiques de dépendance et de perte d'autonomie dans les âges les plus âgés. Voilà. Et Nolwenn va continuer sur la démarche pédagogique. Oui, donc je reprends la main. Alors du coup, comme le disait Pauline, cette vidéo, elle s'inscrit dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec le ministère de l'Éducation nationale. Et du coup, ça a guidé finalement toute la construction et tous les choix pédagogiques qui ont pu être faits sur cette vidéo, notamment par exemple pour permettre d'illustrer et de rendre lisible auprès du jeune apprenant, la construction de la sécurité sociale en France et le chemin parcouru par l'institution pour arriver à son organisation et aux missions actuelles. On a utilisé une métaphore, comme vous avez pu le voir, qui est la croissance d'un arbre. Ensuite, au fur et à mesure de la vidéo, on a glissé des jeux, ce qui permet à l'apprenant finalement d'être actif et pas forcément d'être dans quelque chose qui est purement descendant. Donc, chaque question donne lieu à un feedback, comme vous avez pu le voir. On a 3 jeux en tout, un vrai-faux, un quiz et un cliquer-glisser. Et l'ensemble des informations qui sont données également dans le feedback sont ensuite reprises de manière beaucoup plus détaillée dans la construction de l'arbre. Cette ressource, donc, comme je vous l'ai dit, elle a été élaborée vraiment en collaboration rapprochée avec l'Éducation nationale, que ce soit au travers du recueil finalement des besoins et des attentes des enseignants, au travers de relectures, d'appui, de tests avec les classes. Et puis, on leur a également transmis en parallèle de cette vidéo un guide qui est à destination donc, de l'enseignant qui lui permet qui va l'aider dans l'appropriation de ces ressources et de bien l'intégrer dans le cadre de ses enseignements. Voilà, pour la construction de la démarche pédagogique. Merci. Je reprends la main. Merci à toutes les deux. Vous l'avez dit, mais la connaissance de l'histoire, des valeurs, du fonctionnement de la sécurité sociale est absolument nécessaire pour garantir et défendre ce droit à la protection sociale en France. Mais je crois que c'est vrai plus généralement dans tous les pays. Nous vous proposons maintenant une initiative de notre membre australien, la mutuelle Teachers Health, qui s'est aussi engagée dans le développement d'un plan d'action de réconciliation en faveur de la population aborigène du pays. Et il s'agit d'un enjeu historique, mais aussi un moyen de sensibiliser à la diversité culturelle et de favoriser l'inclusion des communautés aborigènes et leur accès à la santé, l'éducation et l'emploi. Je crois que nous avons une vidéo. We're delighted to share with you one of our current initiatives at Teachers Health, our Reconciliation Action Plan. Une initiative de Teachers Health, un plan
d'action pour la réconciliation. Tout d'abord, nous aimerions saluer respectueusement les gardiens traditionnels de la terre dans toute l'Australie et rendre hommage aux aînés passés, présents et émergents. Tout notre respect aussi pour les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres. Nous célébrons leur connaissance et leur lien durable avec la terre, les mers et le ciel. La présentation d'aujourd'hui vous offrira un contexte à propos de notre organisation et l'état de la réconciliation en Australie. Et nous expliquerons en quoi consiste notre plan d'action pour la réconciliation, pourquoi c'est important pour nous, comment nous l'abordons et qu'est-ce que nous attendons de l'avenir. Cette initiative qui nous passionne et nous expliquerons aussi ce que nous en attendons. En Australie, nous sommes la mutuelle de santé professionnelle la plus importante grâce à nos membres divers et loyaux. Nos membres sont au cœur de tout ce que nous faisons. Ce sont des personnes qui travaillent dans l'éducation, professeurs, personnel administratif, universitaires, leurs familles, et aussi infirmières et sages-femmes et leurs familles. Nous sommes une organisation avec des valeurs australiennes et nous avons un rôle à jouer dans le changement, reconnaissant les injustices du passé et les inégalités dont souffrent les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres. Et nous voulons leur assurer un avenir plus respectueux. En lançant cette initiative, nous espérons pouvoir progresser sur la voie de la réconciliation dans notre organisation en créant une culture sur le lieu de travail qui comprenne les valeurs et respecte les histoires, cultures et contributions de tous ces peuples insulaires. Alors, en quoi consiste ce plan d'action de réconciliation? Il s'agit d'utiliser un cadre qui a été créé par une fondation qui vise justement à assurer cette réconciliation. Ceci signifie que nous avons la possibilité d'insuffler des changements positifs avec des membres, des collègues, des communautés, afin de rétablir des égalités. Et nous voulons construire des rapports de confiance avec les organisations et les peuples aborigènes, leur montrer notre respect, que nous essayons de les comprendre et aussi reconnaître qu'il s'agit des cultures les plus importantes au monde et jeter des bases en ce qui concerne l'éducation et leur offrir de meilleures opportunités à l'avenir. Nous avons rejoint des milliers d'organisations en Australie qui contribuent à ce mouvement de réconciliation. Le dernier rapport de réconciliation Australie dit que 2 milliards de dollars de biens et services devraient être fournis à ce type de services. Et le PDG de Reconciliation Australie a dit que ce type de programme fait une différence très marquée et permet d'allier réconciliation, colonisation et le rapport entre les peuples autochtones et non autochtones d'Australie. La projection a été interrompue. Merci beaucoup. Mathias, tu peux reprendre la parole. Merci. Alors, je remercie les représentants de la Teachers Health Fund pour l'envoi de cette présentation. Vous l'aurez aussi en partage, on pourra la partager avec les participants. Brad Joyce, le directeur général de la mutuelle, n'a pas pu être présent parmi nous aujourd'hui en raison du décalage horaire avec l'Australie. Mais cette action de la Teachers Health Fund, centrée sur l'éthique, l'équité et l'inclusion, met en exergue la nécessité des actions d'empowerment des minorités et des groupes désavantagés dans nos sociétés. La dernière présentation du webinaire nous permettra d'aborder la thématique de l'égalité de genre. Partout dans le monde, les femmes, pourtant plus diplômées que les hommes, restent moins nombreuses aux postes hiérarchiques, y compris dans nos organisations. Nombre de nos membres agissent pour travailler à l'égalité entre les genres, lutter contre les discriminations, visibiliser les femmes, protéger et œuvrer pour les droits des femmes. Et sur ce point, je vous propose pour notre dernière intervention
de ce webinaire de découvrir en vidéo l'initiative du PASS basée à Abidjan. Bonjour à tous, je suis Divya Kibangou, chargée de communication du programme d'appui aux stratégies sociales, le PASS en Côte d'Ivoire. Je vous remercie au nom du PASS pour l'opportunité que vous nous donnez de participer à ce webinaire et de présenter par la même occasion notre projet qui est la campagne de mobilisation et de sensibilisation RIFES 2021, initiée en faveur des membres du réseau international des femmes de l'économie solidaire, le RIFES. Alors, le RIFES est une initiative du PASS qui a souhaité créer une plateforme interactive afin de concrétiser la volonté des femmes mutualistes de garder un lien après la première édition de la Journée internationale de la femme mutualiste, JFM, initiée par le PASS en 2019. Cette plateforme permet aux femmes dirigeantes, élues ou salariées mutualistes de continuer à collaborer malgré la distance et d'agir pour le développement des structures dans lesquelles elles sont impliquées. La 3e édition de la JFM ne pouvant avoir lieu cette année en raison des restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, le PASS a mis en place une campagne à travers des capsules vidéo afin d'entretenir le lien et l'engouement des femmes autour du réseau et aussi de les sensibiliser sur les questions qui les concernent dans leurs milieux sociaux, professionnels et même familiaux. Eh bien, c'est une série de 12 capsules de mutualistes du Sud et du Nord qui seront diffusées à travers les canaux du RIFES jusqu'à la prochaine journée internationale de la femme mutualiste. L'objectif étant de renforcer la mobilisation des femmes dirigeantes dans la gouvernance de mécanismes privés de financement de la santé de type mutualiste, et de façon plus générale des systèmes de couverture santé solidaire autour du réseau qui est mis en place. Nous sommes pour l'instant à 2 vidéos publiées et les premiers résultats de cette ambitieuse chaîne de solidarité que nous souhaitons créer annoncent une implication plus accrue des femmes mutualistes à œuvrer davantage pour occuper toute leur place dans la construction d'une société plus solidaire à travers de très belles initiatives. Nous sommes optimistes qu'au terme de cette campagne, nous aurons un réseau plus dynamique, plus engagé et encore plus de femmes qui auront adhéré au mouvement mutualiste en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Je vous remercie. Je suis docteur Mam Assetou Laurence Camara, épouse Alatin, et je suis ivoirienne. Je suis depuis 2017 la 2e vice-présidente du conseil d'administration de la MUGEFSI. C'est un véritable honneur pour moi de présider la mutuelle la plus importante de l'UEMOA. L'engagement il est total et il est parti donc de ce militantisme syndical et nous avons atterri dans un militantisme social. Nous sommes dans la mutualité parce que nous avons constaté beaucoup d'injustices faites aux femmes. Les instances dirigeantes de nos différentes organisations, vous le voyez bien, manquent de façon criarde de femmes au poste de décision. Lorsqu'on veut porter une information, on la donne aux hommes. Mais quand on veut faire agir, on appelle les femmes. Merci au PASS pour l'envoi de cette vidéo. La mise en réseau des actrices mutualistes en Afrique et à l'international est une initiative qui inspire aussi les femmes de l'ESS en Amérique latine. Un réseau de femmes de l'économie sociale et solidaire a vu le jour cette année. L'éducation à l'égalité femmes-hommes est un sujet sur lequel plusieurs de nos membres et partenaires sont actifs. Nous pouvons citer notamment le dispositif éducatif basé sur les vidéos stéréotypes stéréomeufs de la Dozaine.
Il est temps pour nous maintenant de clôturer ce webinaire des initiatives solidaires du réseau Éducation et Solidarité. Merci à toutes et tous intervenants participants de ce webinaire. Partagez nos expériences et nos bonnes pratiques à l'international et la raison d'être du réseau Éducation et Solidarité. Vous pouvez visiter le site du réseau éducationsolidarité.org pour plus d'informations sur les initiatives présentées, mais aussi pour découvrir les actions de nos autres membres. Sur l'extension des systèmes de protection sociale solidaire, le soutien à la santé mentale, l'éducation à la citoyenneté, la lutte contre les changements climatiques, il y a de nombreux sujets au carrefour entre la santé et l'éducation sur lesquels nous serons heureux d'échanger et de collaborer avec vous. Avant de conclure ce webinaire, je tiens à remercier toute l'équipe des interprètes de C2I, mais aussi Louise et Awa pour leur organisation de ce webinaire. Bravo et merci pour tout cet accompagnement.